Merde, putain. Mes chers collègues, la séance est ouverte. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Il n'y a pas d'observation. Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. Madame la Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les questions d'actualité au gouvernement. J'indique que le président du Sénat, M. Gérard Larcher, ne peut présider notre séance car il effectue actuellement un déplacement en Israël et dans les territoires palestiniens, accompagné d'une délégation sénatoriale, elle-même composée des présidents des groupes politiques et des présidents des groupes d'amitié France-Israël et France-Palestine. Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat et sur notre site internet. Au nom du bureau du Sénat, j'appelle chacun de vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges l'une des valeurs essentielles du Sénat, le respect, qu'il s'agisse du respect des uns et des autres ou de celui du temps de parole. La parole est à Madame Marie-Pierre de La Gontrie pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. Pour 2 minutes, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Madame la Première ministre, vous vous seriez vantée il y a peu d'avoir réussi en quelques jours ce que Gérald Darmanin n'avait pas su faire en 1 an. Mais à quel prix? Vous avez jeté la majorité présidentielle et le pays dans les bras du Front National. Au soir de son élection, face à Marine Le Pen, grâce aux voix de la gauche, Emmanuel Macron promettait d'être un barrage face au Front National et ses idées. Il ajoutait « J'ai conscience que ce vote m'oblige ». Aujourd'hui, l'extrême droite n'a plus besoin d'être élue. Vous appliquez son programme et faites vôtre la préférence nationale. Vous affirmez pourtant que ce projet de loi est conforme à vos valeurs. Madame la Première ministre, supprimer l'AME, est-ce conforme à vos valeurs? Priver des étrangers en situation régulière de prestations sociales, est-ce conforme à vos valeurs? Fermer la porte de nos universités aux étudiants étrangers, est-ce conforme à vos valeurs? Écarter des étrangers des dispositifs d'hébergement d'urgence, est-ce conforme à vos valeurs? Soutenir un texte dont plus de 20 mesures sont inconstitutionnelles, est-ce conforme à vos valeurs? Vous vantez de ne pas respecter les décisions de la CEDH, est-ce cela vos valeurs? Madame la Première ministre, ressaisissez-vous, vous devez mettre un terme à cette dérive que nous continuerons, pour notre part, de combattre à chaque étape. Merci. La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. À vous, Monsieur le ministre. Merci. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice, ce que l'on peut constater, c'est quand même votre vision extrêmement partiale et partielle du texte qui a été adopté hier par le Sénat et par l'Assemblée nationale. D'abord dire que non, il n'y a pas de fermeture des étudiants étrangers en venant en France. Il y a une volonté du législateur de pouvoir vérifier qu'il ne s'agit pas de personnes qui utilisent en effet la grande générosité de la France. Et le président de la République a fixé à 100 000 étudiants chaque année. Vous n'avez jamais fait ça lorsque vous étiez en responsabilité. Des personnes qui pourraient venir sans faire des études et étant irréguliers. Il n'y a pas de l'aide médicale d'État supprimée. Il n'y a pas la fin du titre d'étranger malade supprimé. Il y a en revanche tout ce que vous n'avez pas fait quand vous étiez en responsabilité. Vous avez voté hier contre les régularisations des personnes qui n'ont pas de papier, qui travaillent dans nos entreprises. On retiendra ça de la NUPES dont vous faites partie. Il y a aussi, Madame de La Gontrie, de votre part, avoir voté contre un texte qui, pour la première fois, interdit les mineurs dans les centres de rétention administratifs. On retiendra ça de votre position. Mais ce n'est pas très étonnant, Madame de La Gontrie, que vous agissiez ainsi, parce qu'en fait, la NUPES à l'Assemblée nationale, sans doute sur votre recommandation, a mêlé ses voix avec le Rassemblement national pour ne pas discuter. Et vous n'avez que le fruit de votre petite politique politicienne. Mais nous, hier, nous avons su faire voter un texte sans compter les voix du Rassemblement national, car nous avions le sens de l'honneur, alors que vous n'avez que le sens de la petite politique. Merci, Monsieur le ministre. Chers collègues, pour 43 secondes, je vous en prie. Monsieur le ministre,
je connais bien ce texte. J'ai passé 14 heures en commission mixte paritaire. Si vous ne croyez pas ce que je viens de vous dire, ou si vous pensez que c'est un mensonge, écoutez les présidents d'université et les responsables de grandes écoles. Vous savez concernant l'AME que vous pouviez très bien attendre que le Conseil censure cette disposition. La Première ministre s'est engagée à la réformer et d'ailleurs Aurélien Rousseau est parti. Concernant les mineurs en CRA, vous savez que la Convention européenne des droits de l'homme vous interdit d'ores et déjà de les placer en rétention, donc c'est une habileté. Monsieur le ministre, Madame la Première ministre, rappelez-vous le mot de Churchill. Vous aviez à choisir entre la guerre et le déshonneur. Vous avez choisi le déshonneur et vous aurez la guerre. C'est sans doute aujourd'hui ce que vous êtes en train de faire. La parole est maintenant à monsieur Fabien Gay pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste Kanaki. À vous, monsieur Gay. Monsieur le Président, Madame la Première ministre, avec cette CMP sur la loi immigration, vous n'avez pas fait que diviser votre majorité et le Parlement. Vous avez une nouvelle fois fracturé notre République en instrumentalisant les colères populaires nées des multiples crises que nous traversons, en désignant les étrangers comme des boucs émissaires. Alors que des millions de nos concitoyens ont voté Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, pensant faire barrage aux idées de l'extrême droite, ils découvrent ce matin le tapis rouge que vous leur avez déroulé avec cette loi de stigmatisation et de paupérisation de tous les étrangers. Durcissement du regroupement familial, du droit du sol, des conditions d'accueil des étudiants, instauration de quotas, rétablissement du délit de séjour irrégulier. Cette CMP, directement pilotée par l'Élysée, au mépris de la séparation des pouvoirs, est en fait un nouvel accord de gouvernement entre vous et la majorité de droite radicalisée sur un programme lepéniste des années 80. Ne vous offusquez pas, chers collègues, car l'instauration de la préférence nationale pour les prestations sociales, c'est bien Jean-Marie Le Pen. J'alerte nos compatriotes qui pensent que leur situation personnelle peut s'améliorer avec la préférence nationale, qu'ils se souviennent bien que le recul des droits des étrangers précède toujours le recul des droits pour toutes et tous. Cette loi est une souillure pour notre pays, qui ne sera jamais une nation ethnique. Elle reste une nation politique basée sur les valeurs, liberté, égalité, fraternité, avec une longue tradition d'accueil qui s'est construite aussi avec les vagues d'immigration, ne vous en déplaise. Madame la Première ministre, renoncez à promulguer cette loi et n'inscrivez pas à l'ordre du jour la suppression de l'aide médicale d'État, le même trimestre où notre pays va faire entrer au Panthéon Missak et Méline Manoukian pour éviter de rajouter du déshonneur à l'infamie dont vous êtes les seuls responsables. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. À vous, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Monsieur le sénateur, je vais vous dire quelque chose. Ces murs, voyez-vous, ont des oreilles, mais ils ont une mémoire. Nous arrivons avec un texte. Il ne vous plaît pas. Au fond, en démocratie, vous avez bien le droit de ne pas aimer ce que nous proposons. Mais vous ne voulez pas débattre. Est-ce que vous avez déposé un amendement, 2 amendements? Non mais, laissez-moi terminer. Mais laissez-moi, Madame de La Gontrie, laissez-moi terminer. L'origine de ce qui arrive maintenant, c'est que vos amis de la NUPES et le Rassemblement national n'ont pas voulu débattre. Le texte est arrivé ensuite au Sénat. Le RN n'en a pas voulu. Il est revenu devant la commission des lois de l'Assemblée nationale. Ils n'en ont pas voulu. En CMP, ils n'ont rien proposé. Et hier soir, ils crient victoire. Et vous tombez dans le piège. Mais c'est grâce ou à cause de vous que nous en sommes là, permettez-moi de vous le dire. Parce que si vous aviez souhaité le débat,
peut-être que nous n'en serions pas là. Et puis, je vais vous dire une dernière chose. J'entends les grands mots de déshonneur, d'outrage suprême. Eh ben moi, je dis que nous avons travaillé avec les LR. S'il vous plaît. Ils sont républicains. Nous avons trouvé les compromis. Et c'est bien comme ça que l'on fait quand on a une majorité relative. Et merci de nous avoir aidés à faire avancer ce texte, même si en réalité, il ne nous convient pas totalement. Mais c'est bien ça la règle en démocratie. Merci, monsieur le ministre. La parole est maintenant, s'il vous plaît, la parole est maintenant à madame Catherine Morin-Desailly pour le groupe Union centriste. À vous, chers collègues. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Récemment, la presse a fait état de l'enrichissement spectaculaire de l'ancien ministre du Numérique, Cédric O, entré au capital de la société Mistral AI, où les intérêts des sociétés et fonds d'investissement américains sont largement représentés. Cette opération financière choque au sein même du comité intergouvernemental sur l'IA que vous avez mis en place, Madame la Première ministre. On sait que Cédric O et Mistral y ont pesé sur la position du gouvernement français quant au projet de régulation IA de la Commission européenne qu'ils ont tenté d'affaiblir. Position bien entendu en phase avec celle des géants américains qui ont trouvé là leur meilleur avocat. Comment est-il possible qu'un ancien ministre parti pantouflé dans une entreprise qui forcément défend ses intérêts propres et ceux de ses actionnaires puisse siéger dans ce comité censé éclairer l'action publique dans un domaine aussi stratégique pour la France ? Avec d'autres, il y remet en plus en cause le rôle plus que jamais essentiel de la CNIL qui, protégeant nos libertés publiques, briderait soi-disant l'innovation. Merci pour votre réponse. Merci. La parole est maintenant à monsieur Jean-Noël Barrot, ministre délégué chargé du numérique. À vous, monsieur le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la Présidente Morin-Desailly. C'est la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique qui veille à l'absence de conflit d'intérêts des anciens membres du gouvernement. Tous ici, nous sommes soumis aux obligations déclaratives de la HATVP. Tous ici, nous connaissons sa rigueur et ses diligences. Et je ne voudrais pas, Madame la Présidente, qu'il puisse être pensé que la position de la France sur l'intelligence artificielle a été dictée par des intérêts privés. En aucune manière et d'aucune sorte, ni ceux des GAFAM, ni ceux des autres. Nous avons écouté toutes les parties prenantes, comme il est d'usage, et nous avons pris comme seul guide l'intérêt général. Et je voudrais vous rappeler, Madame la Présidente, que sous l'impulsion du Président de la République, c'est la France qui porte avec le plus d'ardeur le principe de souveraineté numérique en Europe auquel vous êtes si attachés. C'est la France qui a convaincu ses partenaires européens que nous ne sommes pas condamnés à être des vassaux des GAFAM. Et c'est encore la France qui a porté pour le cloud, pour les réseaux sociaux et les places de marché, les règles les plus exigeantes de l'histoire récente pour mettre fin à la suprématie des géants du numérique. Alors oui, avec Bruno Le Maire, nous avons pris sur l'intelligence artificielle une position radicalement favorable à l'innovation européenne. Parce que nous avons pris un train de retard sur les GAFAM et que nous devons avoir un train d'avance sur l'intelligence artificielle pour nous affranchir de leur emprise. Parce que nous savons que la domination technologique précède la domination économique et la domination politique et que nous ne pouvons pas passer à côté de cette révolution numérique. Et parce qu'enfin, la meilleure protection que nous pouvons offrir à nos concitoyens, à nos auteurs, à nos artistes, à nos journalistes, c'est de concevoir en Europe des intelligences artificielles qui soient forgées au feu de nos grands principes. Alors oui, sous l'autorité de la Première ministre, nous allons poursuivre les discussions dans cet esprit en veillant attentivement à préserver les capacités d'innovation européennes. Nous n'avons que faire des intérêts particuliers, seul nous importe l'intérêt national. Merci, monsieur le ministre. Madame Catherine Morin-Desailly, pour 1 minute 3. Vous défendez l'indéfendable, monsieur le ministre. Il y a bien confusion des genres, voire conflit d'intérêts. Monsieur O n'a pas déclaré Mistral auprès de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Il avait déjà mis en garde de ne pas se faire embaucher par Atos ou toute autre société technologique. Les faits sont suffisamment sérieux pour qu'il ait été épinglé par le commissaire Breton lui-même qui a dit qu'il était dans tout sauf l'intérêt général. Alors, allez-vous donc assainir la situation ou le laisser continuer comme déjà lorsqu'il était ministre à promouvoir les intérêts des acteurs extra-européens avant ceux de nos propres entreprises? Meilleur exemple, l'apologie de Microsoft choisie pour la gestion de la plateforme de données de santé, vous le savez. Maintenant,
Maintenant, alors que l'IA Act est en train d'être finalisé, allez-vous justement, monsieur le ministre, prendre vos distances avec ce dernier et être le garant jusqu'au bout du juste équilibre du texte entre soutien à l'innovation et respect de nos fondamentaux? Le secteur de la création et des médias, notamment très inquiet, comme nous tous sur ces bancs, compte vraiment sur vous. Je vous remercie. Merci. La parole est maintenant à notre collègue Guy Benarroche pour le groupe écologiste Solidarité et Territoires. Madame la Première ministre, nous réveillons tous un peu groggy, inquiets et en colère. Le texte immigration va laisser des traces, ne serait-ce qu'à la table du Conseil des ministres, Madame la Première ministre. Le processus choisi pour ce PJL et les mesures qu'il inclut, nous avons déjà pu longuement en parler. Mais ce texte restera un symbole, l'illustration d'un nouveau pas dans la stratégie politique du président Macron et du gouvernement. La recherche à tout prix, quoi qu'il en coûte, d'un texte au cœur des jeux politiciens a donc mené à l'adoption par les deux chambres d'un texte de droite basé sur les programmes et les slogans de l'extrême droite. Plus que la fin du « en même temps », le texte marque l'affirmation réelle de l'alliance majoritaire du gouvernement avec les Républicains, l'affirmation du tout à droite. Quels sont les soi-disant constats et analyses qui structurent ce texte, Madame la Première ministre? Nous avons assisté en fait à la construction d'une politique publique sur des faits alternatifs, sur une réalité virtuelle. La majorité et le gouvernement ont hier validé et accepté des théories fantasmées, celles des appels d'air, des submersions migratoires, d'un système social dont profiteraient les étrangers et qui ruinerait la France, celle de l'essentialisation de l'étranger comme un danger, celle du lien immigré-terroriste. Tous ces mythes ont pourtant été battus en brèche par les faits, comme le démontrent notamment les travaux du Collège de France. Madame la Première ministre, ma question est donc simple. Assumez-vous d'avoir basé le débat public sur des affabulations, sur des mensonges? La parole est à monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. À vous, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, je crois, si vous me le permettez, que vous êtes assez loin de ce que pensent les Français sur cette question. Je crois que sur cette question, vous êtes dans un monde à part. Il y a 40% d'étrangers qui parlent très mal ou écrivent très mal français. Fallait-il ne rien faire sur l'intégration? La réponse est non. Nous vous avons proposé, sur d'ailleurs un amendement du groupe communiste que nous avons accepté, les cours gratuits de français, l'examen de français pour avoir un titre de séjour en France, pour pouvoir permettre et même obliger les entreprises, pendant leurs heures de travail, à prendre ces cours de français des valeurs de la République. Faut-il en avoir honte? Non, pour bien intégrer les personnes, il faut qu'ils parlent la plus belle langue du monde, la nôtre, monsieur le sénateur. Par ailleurs, y a-t-il un problème avec des délinquants étrangers? Oui, bien évidemment. Nous le voyons tous. Comment peut-on accepter de multiplier les faits divers et multiplier les questions dans cet hémicycle en disant aux Français que nous ne pouvions pas éloigner des criminels et des personnes qui étaient délinquantes parce que les règles du droit français, ni la Constitution, ni la Convention européenne des droits de l'homme, ni je ne sais quelle règle internationale, empêchaient de le faire? Pourquoi le ministre de l'Intérieur peut expulser du territoire national un voleur de voiture à 19 ans lorsqu'il est arrivé à 13 ans et demi sur le territoire national, mais pas un multicriminel à 19 ans lorsqu'il est arrivé à 12 ans et demi sur le territoire national? Avec quel Français tenez-vous ce genre de discours, monsieur le sénateur? La vérité, c'est que nous avons régularisé par cette loi des personnes qui travaillent et qui respectent les règles de la République et que nous mettrons en effet en dehors d'état de nuire les étrangers qui ne respectent pas les règles de la République. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous n'êtes pas d'accord avec le bon sens. Merci. Alors, monsieur Benarroche, vous avez 16 secondes pour vous exprimer dans la plus belle langue du monde. Je note que je ne suis pas le seul, puisque je vous rappelle qu'un quart des membres de votre majorité à l'Assemblée nationale et un certain nombre de ministres étaient d'accord sur ce que je viens de dire et ont présenté soit leur démission, soit ont voté contre le texte. Mais outre le vote, cette date marque pour nous le fait que le président a franchi un pas décisif de rempart. Vous êtes devenu marchepied du Rassemblement national et de l'extrême droite. Merci, chers collègues.
La parole est maintenant à monsieur Jean-François Husson pour le groupe Les Républicains. Allez-y, chers collègues. Le projet de loi de finances pour 2024 sera bientôt adopté après un énième 49.3, on ne les compte plus d'ailleurs. Alors que ce texte devrait être le temps fort, l'acte majeur de notre vie démocratique, le Parlement, je le dis, a été piétiné tout au long de la procédure. À l'Assemblée nationale, aucun amendement de la partie recettes n'a été examiné en séance publique. Aucun. Ni en première, ni en nouvelle lecture. Vous utilisez le 49.3 non pour mettre un terme au débat, mais pour empêcher tout débat. Au Sénat, nous avons passé plus de 150 heures sérieuses, constructives, responsables à examiner ce texte. Nous avons fait des propositions, nous avons voté des économies et vous n'en reprenez rien ou si peu dans votre 49.3. Vous en arrivez même, monsieur le ministre, à vouloir imposer un dispositif honteux, le paradis fiscal pour la FIFA. Jamais voté à l'Assemblée, rejeté à l'unanimité au Sénat et repris dans le 49.3. En snobant le Parlement, vous vous moquez des Français. Alors, monsieur le ministre, pourquoi tant de mépris? Que ou qui craignez-vous? Combien de temps encore allez-vous ignorer le Parlement dans l'examen du budget de la France? La parole est à monsieur Thomas Cazenave, ministre délégué chargé des comptes publics. À vous, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Monsieur le rapporteur général, vous l'avez dit, nous avons passé ensemble plus de 150 heures pour examiner dans le détail ce projet de loi de finances. Et ce que je retire de ces discussions, c'est d'abord des convergences. Des convergences sur la politique de l'offre, la baisse de la CVAE, le crédit d'impôt industrie verte. Vous l'avez validé. Le taux d'impôt minimal sur les sociétés, vous l'avez validé. La politique de lutte contre la fraude fiscale, vous l'avez validé. Et c'est une bonne nouvelle. Le soutien à la transition écologique, vous avez voté les budgets. Voter la taxe sur les infrastructures de transport pour financer la décarbonation. Donc ça a été aussi, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, un moment où on a regardé nos points de convergence. Et d'ailleurs, sur les plus de 3700 amendements examinés, vous en avez voté plus de 600. Nous en avons retenu 120. 120 amendements issus du Sénat. Et pas des amendements anecdotiques. La taxe streaming, ça a été porté par les sénateurs à une très large majorité. Le fonds d'urgence pour les départements du Nord et du Pas-de-Calais, ça a été porté ici. La réforme des ZRR, elle a été construite quasiment en séance avec la ministre Dominique Faure. Le soutien aux communes nouvelles. Donc tout un tas de sujets sur lesquels nous sommes d'accord ou nous avons construit avec vous. Et on a des points de désaccord, monsieur le sénateur. On n'a pas souhaité, par exemple, augmenter de 20% le prix de l'électricité. Et on s'en est expliqué. Et enfin, monsieur, je pourrais revenir sur la FIFA, mais j'ai peur de ne pas avoir le temps de le faire. Et monsieur le sénateur, un grand point de désaccord, c'est sur les économies. Vous avez supprimé 50 milliards en supprimant l'audiovisuel public, la politique du logement, la politique de la cohésion des territoires. Voilà ce que je pourrais vous dire, monsieur le sénateur, et le débat continue pour l'année prochaine. La parole est à monsieur Jean-François Husson, et ce pour 28 secondes. Monsieur le ministre, et sauf votre respect, aucune considération de la part du gouvernement. Le ministre de l'économie et des finances a été le grand absent. C'est scandaleux. C'est un manque de respect. Il n'est même pas là aujourd'hui. Et puis, monsieur le ministre, je vous l'ai dit, quand on travaille ici 150 heures, c'est mieux que toutes les propositions de tout genre, en colloque, en assises des finances publiques, en dialogue de Bercy. Le dialogue, c'est ici, c'est pas à Bercy. C'est 150 heures ici. Et puis, je vous le dis, monsieur le ministre, ne demandez pas
aux Français de faire des efforts et d'avoir le consentement à l'impôt quand vous voulez exonérer des favorisés pour la FIFA. C'est tout simplement inacceptable. Merci. La parole est à Monsieur Ludovic Hay pour le groupe Rassemblement des démocrates progressistes et indépendants. À vous, chers collègues. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, depuis près d'une décennie maintenant, nos élus se retrouvent confrontés à des blocages grandissants dès lors qu'ils cherchent à souscrire une assurance pour leur collectivité. En effet, de nombreux maires, adjoints, conseillers municipaux, DGS me partagent quotidiennement leurs difficultés à cet égard et souvent leur amertume vis-à-vis de leur assureur historique. Je crois d'ailleurs pouvoir associer de manière transpartisane bon nombre de mes collègues sénatrices et sénateurs dans cette sollicitation devenue récurrente et malheureusement banale. Pas plus tard qu'hier, une commune de mon département de près de 5000 habitants m'a adressé un message d'appel à l'aide suite à un énième appel d'offres assurantiel infructueux. Quotidiennement, les sénateurs, aidés par leurs collaborateurs, que je remercie au passage, deviennent de véritables courtiers en assurance afin de ne pas laisser leurs élus seuls et sans solution. La situation est ainsi connue et plusieurs constats s'imposent à nous. Ne rejetons la faute ni sur les assureurs ni sur l'État. Nous savons que sur le long terme, les assureurs ne pourront pas agir seuls et que l'État ne pourra pas intervenir sans les assureurs. Ce sujet est latent et ne fait que s'aggraver d'année en année. L'assurance des collectivités est déficitaire et le restera. J'en veux pour preuve notamment les plus de 205 millions d'euros de recapitalisation de la Maïf envers son entité, la SMACL, ces 2 dernières années. Croire en l'apaisement social à court et moyen terme et à une diminution des catastrophes naturelles est sinon une chimère, une hypothèse extrêmement risquée. Considérer que les communes pourront s'auto-assurer pour tous les sinistres sans causer de déroute financière et démocratique majeure, alors que leur budget est déjà extrêmement contraint, est tout aussi illusoire. In fine, le modèle adopté pour l'assurance récolte en 2022 m'apparaît être une bonne base de travail où chaque acteur joue son rôle en fonction du degré de sinistralité. En politique comme en assurance, la véritable grandeur réside dans la capacité à protéger et à assumer la responsabilité, car c'est en anticipant les risques que nous assurons un avenir sûr pour notre société. Nos maires n'attendent qu'une chose, d'être réassurés pour être rassurés. Ainsi, Madame la Ministre, je souhaiterais connaître vos intentions pour accompagner les communes dans cette quête assurantielle semée d'embûches dans les mois qui viennent. Je vous remercie. Merci. La parole est à Madame Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci. À vous, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Hay, vous avez absolument raison, totalement raison. Un certain nombre d'événements récents, notamment l'épisode de violence urbaine au début du mois de juillet, ont à nouveau démontré l'absolue fragilité du système d'assurance de nos collectivités territoriales. Comme vous l'indiquez, le sujet est structurel. Un nombre significatif d'appels d'offres sont infructueux, les prix et les franchises augmentent. Ce phénomène est lié, comme vous l'avez indiqué, à la fois aux risques émergents qu'on voit bien et qui vont évidemment se poursuivre, ces risques climatiques, sociaux, mais aussi juridiques, judiciaires, mais aussi à l'équilibre d'un marché de l'assurance qui est difficile, resserré. Et vous l'avez dit, la SMACL a été recapitalisée à hauteur de 250 millions d'euros. Et heureusement, sans quoi la SMACL n'aurait pas pu honorer les remboursements qu'elle va opérer auprès des collectivités qui ont fait l'objet d'émeutes. Donc le marché de la réassurance sur lequel ces acteurs que sont Groupama et la SMACL, principalement à 90%, c'est marché de la réassurance de ces assureurs s'est durci lui aussi. Vous avez raison de dissocier la réponse que nous devons apporter entre le court et le moyen terme. Sur le moyen terme, avec Christophe Béchu, avec Bruno Le Maire, nous serons attentifs aux préconisations. Et je vous l'avais déjà dit ici même, un quatuor avec 2 inspecteurs, mais aussi le maire de Vesoul, Alain Chrétien, mais aussi un assureur, Jean-Yves Dagès, ancien président de la Fédération nationale de Groupama,
tous quatre, il leur revient d'esquisser un cadre qui permette aux collectivités de s'assurer effectivement contre les risques auxquels elles sont exposées. Nous devrons discuter le cas échéant avec vous, avec le Parlement, avec les sénateurs, avec vous-même, si vous le souhaitez, des mesures à prendre pour y parvenir à l'issue de la remise de ce rapport. Mais aussi le court terme. Le court terme est pour rassurer les collectivités qui, au quotidien, sont inquiètes. Eh bien, d'abord, on a mis en place un petit groupe de travail et on suit, bien sûr, et on suit le rythme des dédommagements et des résiliations sèches. Et ensuite, vous dire que simplement, on a étendu le champ de compétences du médiateur des assurances. Je vous remercie. Merci Madame la Ministre. La parole est maintenant à Monsieur Daniel Chassaing pour le groupe Les Indépendants, République et Territoires. À vous, chers collègues. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je veux vous interroger sur la mise en concurrence des concessions des barrages hydroélectriques imposées par la Commission européenne à la France depuis une mise en demeure du 22 octobre 2015. L'hydroélectricité, énergie renouvelable, flexible et stockable, que nous connaissons bien en Corrèze, demande de la visibilité et de la stabilité. L'étude Futur énergétique 2050, publiée par RTE, rappelle que son développement constitue une ressource indispensable, quel que soit notre futur mix énergétique. Ce sont ainsi près de 5 gigawatts supplémentaires qui doivent être développés à l'horizon 2050. Nous en avons vu un exemple sur un barrage sur la Dordogne avec mon collègue Claude Nougin et le président Gérard Larcher lors de sa visite corrézienne. Le potentiel pour ces développements existe, qu'il s'agisse de modernisation sur les ouvrages existants, de nouvelles steppes ou de nouvelles installations. Cependant, les investissements sont toujours bloqués en raison du contentieux au niveau européen. Madame la Première ministre a, devant le Sénat le 12 octobre 2022, annoncé vouloir promouvoir l'hydroélectricité en proposant, je cite, un nouveau cadre législatif qui permettra de relancer rapidement les investissements dans nos barrages sans passer par une mise en concurrence. La loi de programmation énergie-climat devrait être présentée en début d'année. Quelles dispositions entend prendre le gouvernement via ce texte pour enfin libérer les investissements pour nos barrages sans passer par une mise en concurrence? Est-ce possible par le passage d'un régime de concession à celui d'autorisation d'exploitation? Merci. Collègues, la parole est maintenant à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. C'est à vous, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Vous avez raison, les barrages hydroélectriques font partie de notre patrimoine national. Ils sont d'abord la fierté de nos vallées et matérialisent la France des bâtisseurs. Et je vais être très claire, je suis engagée sans aucune réserve dans le développement de l'énergie hydroélectrique. Aujourd'hui, la France compte 2600 installations hydroélectriques, c'est 26 gigawatts. C'est notre première énergie renouvelable, elle est pilotable et elle permet de renforcer la résilience de notre système électrique. Elle sera donc essentielle pour atteindre nos objectifs climatiques et pour sécuriser notre approvisionnement en énergie. Comme vous le rappelez, la Commission européenne a engagé un précontentieux vis-à-vis de la France qui bloque un certain nombre d'investissements dans des concessions qui sont aujourd'hui échues. C'est pourquoi je travaille sur plusieurs pistes qui doivent répondre à 5 objectifs clairs. D'abord, relancer rapidement les projets de développement actuellement bloqués, dont des projets de STEP. J'y reviendrai. Ensuite, garder la pleine maîtrise de notre parc hydroélectrique en évitant les mises en concurrence. Troisième élément, favoriser les synergies sur les usages de l'eau. On le voit aujourd'hui avec la raréfaction de l'usage de l'eau, le fait qu'il y a des agriculteurs, il y a des usages touristiques de l'eau, et l'ensemble de ces éléments doivent être pris en compte. Et puis, faire en sorte que l'ensemble des bénéfices générés par l'exploitation des concessions bénéficient in fine à la collectivité. Enfin, 5e élément, disposer de contrats souples avec des possibilités de modification relativement vastes pour adapter ces derniers aux évolutions des besoins. Sur ces points-là, nous avons engagé avec Bruno Le Maire et les entreprises, je suis ravie que vous saluiez sa participation, et les entreprises
concernait des discussions avec la Commission européenne. Je ne vous cache pas que ces discussions ne vont pas être simples. Néanmoins, nous avons effectivement entamé des discussions sur le principe de l'autorisation qui permet donc une transmission du patrimoine aux opérateurs avec un cahier des charges très sécurisé pour permettre à la collectivité locale de reprendre la main. Il faut conclure, Madame la Ministre. Nous y allons. Certains d'entre vous sont prêts à porter le projet à Bruxelles. Je les en remercie. Nous allons parallèlement engager les premiers investissements car la loi accélération des énergies renouvelables le permet. La parole est à Monsieur Daniel Chassaing et pour 11 secondes, chers collègues. Merci Madame la Ministre. Donc, depuis cette mise en demeure européenne, nous avons perdu 10 ans pour le financement de modernisation permettant l'augmentation de production des barrages et la mise en place de STEC parce que sans prorogation des concessions, EDF ne pouvait pas investir. Si la loi d'autorisation permet d'exclure la mise en concurrence en attribuant ces infrastructures à EDF, effectivement, c'est une bonne nouvelle. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Yves Roux pour le groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Merci Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice. Ce week-end, fait inédit. 60 maires du département des Alpes-de-Haute-Provence, de toute sensibilité politique, vous ont directement interpellé. 60 élus, car notre département en compte 198, c'est énorme. Ensemble, ils ont dressé le constat que la plupart de leurs signalements à la justice de faits délictueux sur leur commune n'étaient pas assez suivis d'effets et que cette absence de réponse créait chez les individus concernés un sentiment d'impunité inacceptable. Que demandent-ils ? Ces maires demandent justice pour ne plus être seuls, en première ligne, face à des individus qui se considèrent au-dessus des lois. Car ils rapportent en même temps une accumulation de menaces, intimidations, insultes à leur égard qui les mettent en danger. La proposition de loi Delattre du 24 janvier 2023, présentée par le groupe RDSE en faveur des maires victimes d'agressions, a constitué, avec votre soutien, une étape importante pour protéger ces élus. Nous pensons qu'il est nécessaire d'aller plus loin, dans le plus strict respect du principe de séparation des pouvoirs qui fonde notre Constitution. Notre démocratie est vivante et la démocratie locale particulièrement. Mais la violence, il n'y aura jamais sa place. Il n'y a de place, et cette place est grande, que pour la loi, le débat démocratique et le suffrage universel. Monsieur le ministre, depuis 2000, plus de 1300 maires, 2020, depuis 1300 maires ont jeté les gants et la question de l'agressivité permanente subit en est une explication. Le climat doit s'apaiser, faute de quoi les hussards bleu, blanc, rouge de la République tomberont les uns après les autres en affaiblissant notre démocratie locale. Être élu de la République, c'est un engagement, pas un sacrifice. Monsieur le garde des Sceaux, que répondez-vous à ces maires qui demandent dans les Alpes-de-Provence comme ailleurs des réponses pénales plus adaptées pour exercer sereinement leur mandat et réclament le soutien le plus entier de l'institution judiciaire? Merci, chers collègues, surtout d'avoir très bien calibré votre question au niveau temporel. Monsieur le ministre, à vous. Merci, monsieur le... de plaisantin, mais c'est le... Monsieur le sénateur, pardonnez-moi, et je le dis depuis le premier jour et de façon très, très sérieuse, s'en prendre à un élu, c'est évidemment s'en prendre à la République. C'est pourquoi j'ai placé la justice de proximité au cœur de mon action. Vous avez d'ailleurs rappelé ce que nous venons de faire avec Madame la présidente Delattre pour mieux accompagner les élus victimes. La justice de proximité, elle se décline de la façon suivante et repose en réalité sur 5 piliers essentiels. D'abord, une ambition inédite pour lutter plus efficacement contre la délinquance en demandant aux procureurs d'apporter une réponse pénale ferme, rapide, systématique. Deuxièmement, évidemment, les moyens historiques, 2000 contractuels déjà recrutés, 1500 magistrats, 1800 greffiers, 1100 nouveaux contractuels en cours de recrutement. Vous savez cela aussi bien que moi, vous avez voté ce texte. Meilleure coordination des acteurs locaux, j'insiste beaucoup là-dessus, préfecture, parquet, élus, nous sommes tous dans la même barque républicaine. Déploiement d'une justice au plus près de nos concitoyens, partout sur le territoire, avec la création notamment de 1700 points justice. Et bien sûr, une réponse pénale
implacable pour tous ceux qui s'en prennent à nos élus. Cette politique claire, elle doit être déclinée partout, je dis bien partout sur le territoire. Alors j'ai reçu l'appel des maires que vous relayez, monsieur le sénateur, et je vous remercie de le faire. Les élus doivent évidemment être entendus, car je l'ai dit, nous devons bien sûr être à leur côté et le ministère de la Justice est à leur côté. Je me méfie toutefois des attaques ad hominem. Ma priorité, c'est que partout le dialogue se poursuive avec toutes les composantes de l'État et je me rendrai en janvier dans votre département pour faire en sorte que le dialogue reprenne, car la sécurité de nos compatriotes impose que tous les acteurs se mettent autour de la table et que chacun fasse de son mieux pour faire vivre notre pacte républicain. Merci, monsieur le ministre. La parole est maintenant à madame Frédérique Puissat pour le groupe Les Républicains. Madame la Première ministre, un célèbre chanteur français démarrait sa chanson ainsi: mais quelle pagaille dans cette famille. Alors loin de moi, Madame la Première ministre, l'idée de comparer un gouvernement avec une famille. Mais force est de constater qu'en matière de dialogue social, en matière de respect du paritarisme, c'est un peu la pagaille dans ce gouvernement. Alors c'est vrai qu'on a bien progressé depuis Muriel Pénicaud qui renvoyait dos à dos avec son Big Bang les organisations syndicales et les organisations patronales. Mais vous semblez, Madame la Première ministre, donner d'une main ce que vous reprenez de l'autre. Vous donnez d'une main avec effectivement une ratification d'un accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur qui a été ratifié dans cette Assemblée, mais vous reprenez de l'autre avec un décret de jointure qui fait que depuis 2019, Madame la Première ministre, l'assurance chômage n'est plus gérée par les partenaires sociaux, mais gérée de façon verticale par le gouvernement. Vous donnez d'une main avec le ministre du SOPT, qui effectivement semble vouloir ratifier l'accord national interprofessionnel sur l'assurance chômage, mais vous reprenez de l'autre avec le ministre Le Maire, dont tout le monde aura noté l'absence aujourd'hui, qui fait le tour des plateaux de télé, c'est peut-être pour ça qu'il n'est pas là, pour effectivement dire l'inverse de votre lettre de cadrage et sembler vouloir dire qu'il ne ratifiera pas l'assurance chômage, l'accord national interprofessionnel sur l'assurance chômage. Deux questions donc. Un, est-ce que vous allez effectivement ratifier cet accord national interprofessionnel? Et deux, est-ce qu'à dessein, vous pouvez comprendre qu'on ait le sentiment que c'est un peu la pagaille dans ce gouvernement? Merci, cher collègue. La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. Merci, merci Monsieur le Président. Je vous en prie, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je savais que je finirais par vous manquer, messieurs les sénateurs. La parole est à monsieur le ministre. Madame la sénatrice, vous interrogez Madame la Première ministre sur le dialogue social et notamment sur les suites que nous entendons donner aux discussions des partenaires sociaux relatives à la convention de gestion de l'UNEDIC. Discussions qui s'inscrivent dans le calendrier classique puisque les décrets de carence pris en 2019, pris après l'échec des négociations de 2019, voyaient leurs effets arriver à terme le 31 décembre. Le 1er août dernier, avec Madame la Première ministre, nous avons adressé une lettre de cadrage aux partenaires sociaux dans laquelle nous leur avons demandé, d'une part, de reprendre, de consolider les différentes réformes que nous avons menées. Celle de 2019 sur le salaire journalier horaire, de référence, pardonnez-moi. Celle de 2022 sur le principe de contracyclicité. Ces engagements ont été tenus et en cela, la lettre de cadrage a été respectée. Nous avons aussi demandé aux partenaires sociaux de respecter une trajectoire financière. Et la convention qu'ils nous présentent respecte cette trajectoire financière en inscrivant notamment une économie sur ce que l'on appelle parfois la filière senior de l'UNEDIC. Et nous avons enfin demandé aux partenaires sociaux, parmi d'autres éléments du cadrage, de tenir compte de la réforme des retraites et donc de décaler de 2 ans les 2 bornes d'âge à partir desquelles la durée d'indemnisation des demandeurs d'emploi considérés comme seniors, c'est-à-dire 53 et 55 ans, soit décalée de 2 ans conformément à la réforme des retraites, tout comme nous souhaitions que la filière de maintien des droits qui commence à 62 ans soit décalée à 64. Les économies inscrites par les partenaires sociaux dans le projet de convention correspondent à ces éléments-là. Par contre, ils nous ont dit qu'ils envisageaient l'écriture de ces propositions et de cette modification des bornes d'âge dans l'accord national interprofessionnel sur les seniors dont nous leur avons confié le soin de la discussion jusqu'au 15 mars prochain. Que faisons-nous aujourd'hui? Nous prenons un décret de jointure qui proroge les règles actuelles de l'assurance chômage. Pourquoi est-ce que nous le faisons? Pour laisser le temps aux partenaires sociaux de négocier cet accord sur l'emploi des seniors. Si, dans l'accord sur l'emploi des seniors, le décalage des bornes d'âge apparaît et donc vient documenter, pardonnez-moi pour cette expression, les économies qu'ils ont inscrites dans la convention UNEDIC, nous pourrons alors l'agréer. Elle sera devenue légale, conforme au cadrage, et ainsi la volonté des partenaires sociaux sera respectée. Merci, monsieur le ministre. Madame Puissat, pour 37 secondes. Allez-y, chers collègues.
Merci, Monsieur le Président. Moi, je pense, Madame la Ministre et Monsieur le Ministre, que vous êtes victimes de deux choses. La première, c'est cette espèce de verticalité du pouvoir qui a été imposée par le Président de la République dès son arrivée. La deuxième, c'est un Président de la République qui a enjambé l'élection présidentielle, vous laissant sans cap et parfois sans boussole. Ce qui fait que parfois, sur les textes les plus compliqués, c'est le cas de celui-là, c'est le cas de celui que nous avons étudié hier, vous cherchez une majorité et parfois vous cherchez à consolider votre gouvernement. Vous cherchez effectivement à préserver vos ministres et nous avons le sentiment, très honnêtement, que c'est la pagaille dans le gouvernement et dans cette famille politique. Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Madame Nicole Bonnefoy pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. À vous, cher collègue. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la ministre de la Transition énergétique. La COP28 s'est achevée la semaine dernière sur une tonalité en demi-teinte en raison de l'absence du vote des États insulaires pourtant concernés au plus haut point par le réchauffement climatique. C'est allé vite en besogne, Madame la ministre, d'annoncer la sortie progressive des énergies fossiles. Le texte de la déclaration finale est bien plus évasif et pose autant de questions qu'il n'y répond. Toutefois, ce n'est pas un mauvais accord, mais il est loin d'être historique. Pour le devenir, il aurait peut-être fallu soutenir un traité de non-prolifération du pétrole, du gaz et du charbon qui aurait constitué un premier pas significatif pour une vraie sortie des fossiles, alors que de nouveaux forages sont à l'ordre du jour en mer du Nord, au Canada et même en Gironde. Pour que les actifs fossiles deviennent des actifs échoués, il faut que les pays développés montrent la voie en s'interrogeant sur les subventions publiques aux combustibles fossiles qui ont atteint un niveau record. Quel sera le calendrier de suppression des niches fiscales favorables aux énergies fossiles ? Alors que l'Agence internationale de l'énergie nous rappelle que la trajectoire de 1,5 degré est encore atteignable, est-ce que vous porterez dans notre future contribution nationale une régulation de nature financière pour enrayer la prolifération des énergies fossiles ? Doit-on voir dans la participation de la France à des groupes de travail sur la finance climatique une volonté du gouvernement de mettre en place une législation bancaire contraignante et audacieuse ? La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique. À vous, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Bonnefoy. Eh bien, je ne partage pas votre avis parce que cet accord, il marque des avancées majeures. Il marque des avancées majeures d'abord en matière d'énergie fossile. C'est le premier accord d'une COP en 28 COP qui parle d'une sortie, parce que transition away, on peut tous faire de l'anglais, ça veut bien dire ça, et c'est la même chose que phase out, phase transition out away. On ne va pas faire un cours d'anglais. C'est une sortie des énergies fossiles. Et oui, c'est une sortie des énergies fossiles. Je suis factuelle. Pétrole, gaz et charbon. Voilà ce que dit cet accord. Et par ailleurs, il fixe des dates puisqu'il le dit au rythme qui permet de respecter le scénario d'1,5 degré. Il rappelle le pic des émissions à 2025, la baisse de 43% des émissions en 2030 et la neutralité carbone en 2050. Tout ça figure dans ce texte. En deuxième lieu, s'agissant des financements, vous avez raison de le souligner. Sur les financements, la France a joué un rôle instrumental. Instrumental d'abord dans l'obtention d'un accord sur le fonds pertes et dommages, qui a permis de reconstruire la confiance avec les pays du Sud. Instrumental avec le pacte porté par le président de la République sur le peuple et les climats, et notamment pour le peuple et la planète, et notamment sur le volet des financements innovants. Comment, au-delà des financements publics des pays développés, élargir la base des donateurs, faire en sorte que d'autres financements viennent. Je pense notamment à la taxation internationale, je pense notamment à la réforme de la Banque mondiale qui est engagée, je pense notamment à la réforme des banques multilatérales de développement. Tout ça est aujourd'hui dans le texte, mais pas opérationnalisé. C'est clairement l'objectif que nous avons. Et lorsque vous mentionnez des groupes de travail, je peux vous confirmer que nous sommes non seulement fortement engagés, mais à l'avant-garde de ces différents dispositifs de financement. Merci. Madame Bonnefoy pour 32 secondes, allez-y. Oui, Madame la Ministre, le moment de vérité aura lieu en 2025 à la COP 30 présidée par le Brésil. Il faudra que la France soit au rendez-vous car nous avons un rôle d'exemplarité et espérons que vous saurez également vous inspirer des COP régionales pour alimenter notre plan climat national car c'est bien souvent au niveau des collectivités que les solutions s'inventent. Merci. La parole est maintenant à Monsieur André Reichardt pour le groupe Les Républicains. À vous, chers collègues.
Monsieur le garde des Sceaux, monsieur le ministre, jeudi dernier, le 14 décembre, alors que le texte du projet de loi sur l'immigration et l'intégration était à peine renvoyé en commission mixte paritaire, un préavis de grève a été émis par 2 organisations syndicales de magistrats administratifs. Ces 2 organisations ont appelé, je cite, les magistrats administratifs à la grève le 18 décembre, jour de la CMP, pour faire obstacle à l'adoption du projet de loi. Est-il bien raisonnable, monsieur le ministre, qu'avant même le début des travaux de la CMP, et alors qu'aucune version du texte ne pouvait être tenue pour certaines, des magistrats puissent se mettre en grève au motif que certaines dispositions ne leur convenant pas puissent figurer dans un projet de loi? Entendons-nous bien, il ne s'agit naturellement pas pour moi de contester ici l'exercice du droit de grève. Il est par contre question, mes chers collègues, du nécessaire respect dû au travail parlementaire. Et en particulier, il est question de l'absolue nécessité pour le législateur d'exercer sa difficile tâche en toute indépendance, hors de toute pression politique ou autre. Il s'agit également d'une perturbation illégitime du service public de la justice au seul motif de dispositions déplaisantes à certains fonctionnaires et qui pourraient éventuellement être adoptées par un texte de loi. Monsieur le ministre, est-il acceptable que le fonctionnement de la justice soit suspendu lors de travaux d'élaboration d'une loi parce qu'elle déplaît à certains magistrats? N'y a-t-il pas là, à votre avis, un vrai problème en matière de séparation des pouvoirs? Je vous remercie. Merci. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. À vous, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur Richard. Les syndicats de magistrats administratifs ont effectivement appelé à la grève pour manifester contre le projet de loi immigration. Le taux de grévistes a été de l'ordre de 18%. Ils critiquaient le texte adopté par la commission des lois de l'Assemblée nationale qui revenait en partie sur la simplification du contentieux des étrangers. Le texte voté hier est revenu à la rédaction du Sénat qui est conforme aux recommandations du Conseil d'État et qui permet une réelle simplification des procédures puisqu'on passe de 12 procédures distinctes à seulement 3 procédures. Les syndicats de magistrats administratifs critiquaient également l'extension du rôle du juge unique à la CNDA, mais la rédaction retenue par la loi laisse une grande latitude à la Cour pour orienter les affaires vers une audience de juge statuant seul ou dans le cadre d'une audience collégiale. Mais je veux vous rassurer, monsieur le sénateur, sur un point. Le projet de loi a été finalement adopté. Il sera soumis à l'examen du Conseil constitutionnel et une fois promulgué, ce texte deviendra la loi de la République. Et les magistrats, qu'ils soient administratifs ou judiciaires, auront à l'appliquer car ils sont la bouche de la loi et non pas la plume qui rédige la loi, car ceux qui ont la charge dans notre République de rédiger la loi, c'est vous. Merci, monsieur le ministre. Monsieur Richard, pour 19 secondes. Sur la base de simples hypothèses. D'ailleurs, on sait maintenant, vous l'avez dit, monsieur le ministre, que grâce à la loi votée hier, les procédures contentieuses du droit des étrangers vont être considérablement simplifiées et donc de nature à réduire le travail des magistrats. Comprennent qui pourra la cohérence de ce mouvement social, mais qui en dit quand même long, monsieur le ministre, sur l'état de santé de notre pauvre pays. Merci. La parole est maintenant à monsieur Olivier Cadic pour le groupe Union centriste. Allez-y, chers collègues. Madame la ministre, ce lundi, le procès de Jimmy Lai s'est ouvert à Hong Kong. Jimmy Lai, ce Hongkongais francophile qui a choisi la France pour s'y marier, est le fondateur du quotidien hongkongais indépendant Apple Daily, fermé en 2021 pour avoir soutenu les manifestations pro-démocratie. Âgé de 76 ans, le lauréat du prix de la liberté de la presse, décerné par Reporters sans frontières, a déjà passé 3 années dans une prison de haute sécurité sur la base d'accusations montées de toutes pièces. Aujourd'hui, accusé de sédition et de conspiration avec des forces étrangères,
Il risque la perpétuité en vertu de la loi sur la sécurité nationale imposée par Pékin en 2020 pour faire taire la contestation à Hong Kong. Pékin a décidé de transgresser ses engagements internationaux pris lors de la rétrocession de Hong Kong. Xi Jinping, c'est la liberté d'oppression. Jimmy Lai, c'est la liberté d'expression. Citoyen britannique, il aurait pu quitter Hong Kong. Malgré les périls imminents, Jimmy Lai n'a jamais fléchi dans son engagement en faveur des droits fondamentaux et de la démocratie. Alors que s'ouvrait son procès, plusieurs pays appellent publiquement les autorités de Hong Kong à mettre fin aux poursuites intentées contre Jimmy Lai et à le libérer. Madame la ministre, quelle est la position de la France ? Merci, cher collègue. La parole est maintenant à Madame Chrysoula Zakharopoulou, secrétaire d'État chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux. À vous, Madame le ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Olivier Cadic, je vous prie de bien vouloir tout d'abord excuser la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, retenue par une réunion sur la situation au Proche-Orient avec nos partenaires. La situation des droits de l'homme à Hong Kong est très préoccupante. 3 ans après l'adoption de la loi sur la sécurité nationale en juillet 2020, le bilan est sans appel. Nous assistons à une inquiétante érosion de la démocratie et à un démantèlement systématique des droits et des libertés. Dans ce contexte, la France suit attentivement le procès de Jimmy Lai qui vient de s'ouvrir, compte tenu des enjeux pour les libertés d'expression et de la presse à Hong Kong. Ce procès nuit à la confiance dans l'état de droit à Hong Kong et à son attractivité. Notre consulat a assisté aux côtés des partenaires européens à l'ouverture de ce procès et continuera de se rendre conformément à l'approche de l'Union européenne consistant à soutenir les militants pro-démocratie et les défenseurs des droits à Hong Kong. Notre action va plus loin. Le prix franco-allemand des droits de l'homme vient d'être décerné le 10 décembre à l'avocat de Hong Kong, Cho Hang-tung, en détention préventive depuis plus de 2 ans. Nous continuerons à marquer l'importance du respect de l'état de droit à Hong Kong dans nos échanges bilatéraux avec la Chine. Merci. Merci. Allez-y, chers collègues, pour 39 secondes. Merci Madame la Ministre pour votre engagement. 18e il y a 20 ans, Hong Kong pointe désormais à la 140e place du classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières. La Chine, pour sa part, est 179e sur 180. Avec le poète chinois Liu Xiaobo, mort en 2017, tandis qu'il purgeait une peine pour subversion du pouvoir de l'État. Le Parti communiste chinois est le 2e régime, après les nazis, à avoir laissé mourir un prix Nobel de la paix dans ses prisons. Le régime de Xi Jinping est sans état d'âme. Chers collègues, unissons nos appels pour libérer Jimmy Lai et le sauver. Merci. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Stéphane Piednoir pour le groupe Les Républicains. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre ou Monsieur le Ministre. Le Président de la République a annoncé récemment la création d'un conseil scientifique ou plutôt d'un conseil présidentiel de la science, c'est pas tout à fait la même chose, composé de 12 éminents spécialistes dans leur domaine de référence. Alors évidemment, on peut comprendre tout l'intérêt de s'appuyer sur les avis éclairés de scientifiques pour prendre des décisions stratégiques qui engagent l'avenir du pays pendant plusieurs années, voire plusieurs décennies, mais on peut aussi s'interroger sur le rôle et le fonctionnement effectif de ce prochain conseil et même de l'attention que voudra bien lui accorder un président de la République dont, disons, la capacité d'écoute n'est pas la première des qualités. Alors, Madame ou Monsieur le Ministre, ne craignez-vous pas que ce nouveau conseil se transforme en nouveau comité Théodule dont le pays a le secret et dont l'efficacité est souvent inversement proportionnelle à sa médiatisation ? Ce conseil pourra-t-il garantir l'indépendance de ses travaux alors qu'il ne sera pas amené à publier ses avis ? Et question subsidiaire, pourriez-vous informer le président de la République de l'existence d'une structure parlementaire, bicamérale de surcroît, il s'agit de l'OPEX que j'ai l'honneur de présider en ce moment, qui a justement pour mission de fixer, d'orienter les décisions du pays en matière scientifique. Je vous en remercie.
Merci. La parole est à Monsieur Olivier Véran, ministre délégué chargé du renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement. À vous, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, sénatrices, Monsieur le sénateur Piednoir. En fait, la réponse, me semble-t-il, est dans votre interpellation. Vous dites vous-même, et vous avez raison, que le Parlement a su se doter d'un outil précieux en matière d'éclairage scientifique, l'OPEX, qui produit un travail absolument remarquable et transpartisan. Et là où le Parlement reconnaît avoir besoin d'un éclairage scientifique permanent sur les grands sujets d'implication nationale et internationale, il faudrait que le Président, lui, ne puisse pas disposer d'un conseil de scientifiques renommés, comme vous l'avez dit vous-même dans votre question. Au nom de la séparation des pouvoirs législatifs et exécutifs, déjà, me semble-t-il, vous avez répondu à votre propre question. Au fond, monsieur le sénateur, on s'est à nouveau aperçu du travail monumental qu'il y a à faire de conviction scientifique dans notre pays. Je parle là de la crise Covid, par exemple, où on a vu, et malheureusement, ça a été rare, mais ça a été jusque parfois sur les bancs LR du Sénat, je le signale, que certains ont confondu magie et science, voire ont proclamé la prépondérance de la magie par rapport à la science. Ce qui est dangereux dans une société démocratique et dans une société moderne. Le chef de l'État, il a quand même en charge la politique de la nation, on l'a vu avec France 2030, avec tous les budgets d'investissement, et bien qu'il soit conseillé et bien conseillé pour savoir comment, avec son gouvernement, orienter les crédits de l'État pour préparer la France à son avenir, dans le domaine du spatial, dans le domaine de la microbiologie, dans le domaine du climatique, dans le domaine des mathématiques, me semble être plutôt de bonne politique, à telle enseigne, monsieur le sénateur, que finalement nous corrigeons là, le président de la République corrige là un manque en France, puisque beaucoup des grandes démocraties matures sont déjà dotées de conseils présidentiels scientifiques. Enfin, ce n'était pas dans votre question, mais je le précise quand même au cas où, ça ne remplace en aucun cas le rôle des fédérations scientifiques, des académies, qui sont importantes et qui participent de l'animation scientifique, cette fois-ci, dans la société civile. Vive la science. Merci. Monsieur Piednoir pour 39 secondes. Allez-y, chers collègues. Merci. Alors j'observe d'abord l'absence de la ministre Retailleau sur les bancs du gouvernement, mais monsieur le ministre, vos propos en fait confirment les lacunes d'Emmanuel Macron dans son ignorance du fonctionnement du Parlement. Et je considère que s'il avait tenu compte un petit peu plus des travaux parlementaires, et notamment de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, qui lui publie ses rapports, qui sont publics, peut-être que ça nous aurait évité quelques décisions ravageuses pour l'avenir de d'autres pays. Je cite évidemment la décision totalement isolée sur Astrid en 2019. Et donc au moment où nous envisageons d'explorer Mars, il serait peut-être temps de faire atterrir Jupiter. Merci. La parole est maintenant à monsieur, s'il vous plaît, la parole est maintenant à monsieur Olivier Jacquin pour le groupe socialiste, écologiste et républicain. À vous. Merci, monsieur le président. Monsieur le ministre du Travail, je reviens une nouvelle fois vers vous au sujet des travailleurs de plateforme. Le temps passe et le champ de l'ubérisation ne cesse de s'élargir bien au-delà des seuls livreurs à vélo et des chauffeurs de VTC. D'ailleurs, les requalifications judiciaires de travailleurs ubérisés en salariés se multiplient partout en Europe et encore hier en France entre StaffMe et Monoprix. Monsieur le ministre, il y a 2 ans, jour pour jour, je questionnais madame votre prédécesseur avec qui vous dialoguiez à l'instant au sujet de la position de la France vis-à-vis de la directive de Nicolas Schmit donnant des droits sociaux à ses travailleurs. Elle m'avait répondu que le temps législatif européen était long. 2 ans après, nous y sommes. Un vote aura lieu vendredi matin sur le compromis entre Parlement européen et Conseil. Monsieur le ministre, la France soutiendra-t-elle cette harmonisation sociale par le haut ? La parole est à monsieur Olivier Dussopt, ministre du Travail, du Plein Emploi et de l'Insertion. À vous, monsieur le ministre. Merci, monsieur le président. Monsieur le sénateur Jacquin, pardonnez-moi, je vous cherche. Monsieur le sénateur Jacquin, vous m'interrogez donc sur les conditions de dialogue social et de droit des travailleurs de plateforme et sur l'état des travaux au niveau européen concernant la directive en discussion. D'abord, un élément de rappel avant de venir très précisément à votre question. Premier élément de rappel, la manière dont la France a choisi de donner des droits sociaux aux travailleurs de plateforme n'est pas une manière nouvelle, puisque cela relève de la loi de 2016, la loi alors portée par Myriam El Khomri,
complétée par les ordonnances prises par Mme Elisabeth Borne, alors ministre des Transports, puis par des ordonnances prises au niveau du ministère du Travail pour organiser les élections permettant la représentation des travailleurs de plateforme. Le modèle que nous avons mis en place fonctionne. Il fonctionne et pas plus tard qu'hier, 3 accords ont été proposés, permettant par exemple de relever le prix minimum de course, permettant de garantir un revenu horaire et kilométrique, permettant aussi d'assurer une plus grande liberté, tant pour les chauffeurs que pour les livreurs, dans le choix des courses qu'ils veulent effectuer ou qu'ils ne veulent pas effectuer. Et depuis le début de l'année, ce sont une dizaine d'accords qui ont été soumis à la discussion, au vote et à la signature. La directive qui est proposée au comité des représentants permanents vendredi, concernant les travailleurs de plateforme, est une directive issue des trilogues entre le Parlement et la présidence espagnole du Conseil des ministres européens du travail. Et cette directive est très différente, ce projet est très différent du projet du Conseil tel qu'adopté le 12 juin. Le 12 juin dernier, la France a soutenu l'initiative du Conseil européen des ministres du Travail et nous avons voté en faveur de la directive. Nous avions dit que nous pourrions la soutenir après le trilogue à condition qu'elle ne s'en éloigne pas. Quand vous passez de 3 critères sur 7 à 2 critères sur 5, quand vous allez vers une directive qui permettrait des requalifications massives, y compris de travailleurs qui sont des travailleurs indépendants et qui tiennent à leur statut d'indépendant, nous ne pouvons pas la soutenir. Et je l'ai indiqué à mon homologue espagnol, tout comme de nombreux autres de mes collègues européens qui ont dit que ce projet de directive issu des trilogues n'est pas respectueux des équilibres intervenus en Conseil des ministres du Travail européen. Merci. Monsieur Jacquin pour 55 secondes. Monsieur le ministre, je m'excuse, ce n'est pas sérieux la voix et la position de la France. Près de 90% de travail illégal chez les livreurs à vélo à Paris. Ou encore, votre autorité de régulation, seulement 4% de participation aux élections et vous continuez de glorifier cette instance. Vous feriez mieux de la dissoudre. D'ailleurs, nous n'en aurons plus besoin si vous votiez pour la directive, ce qui ne semble pas le cas. Avec Emmanuel Macron, vous vous glorifiez d'être les seuls détenteurs du flambeau européen, mais vendredi, c'est bien vous qui porterez un coup fatal à la construction d'un socle de droits sociaux pour des travailleurs qui en sont dépourvus. Vous refusez que l'Europe soit synonyme de progrès social. Vous confirmez être l'État au service du marché. Vous abîmez la valeur du travail et organisez la précarité des jeunes générations. Vous abandonnez les travailleurs et les livrez en pâture au capitalisme le plus sordide, comme hier, vous abandonniez les sujets migratoires à l'extrême droite. Cessez votre en même temps du pire et revenez aux fondamentaux républicains. Merci. La parole est maintenant à Madame Martine Berthet pour le groupe Les Républicains. À vous, chers collègues. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adressait à Monsieur le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. Madame la ministre, Olivia Grégoire, dans 12 jours précisément, le guichet unique créé par la loi Pacte, après 2 années totalement chaotiques et insatisfaisantes, doit donc devenir l'unique interlocuteur des entreprises pour déclarer leur création, les modifications de leur situation ou la cessation de leurs activités. Ces dernières redoutent désormais la fin de toutes les procédures transitoires, alors que de très nombreux dysfonctionnements perdurent. Le guichet unique ne traite à date que 36% des demandes de modification et 20% des cessations d'activité ne sont toujours pas enregistrées. Par ailleurs, les procédures réalisées par cette voie censée simplifier les démarches se révèlent bien plus complexes et fastidieuses, avec des délais de traitement qui explosent là où il fallait auparavant 24 heures. Si vous le souhaitez, Madame la Ministre, j'ai tout un tas d'exemples à vous fournir. Ainsi, malgré les embauches et les progrès déjà réalisés, les équipes de l'INPI sont encore aujourd'hui dans l'impossibilité de répondre à l'ensemble des sollicitations liées à ces dysfonctionnements. Le registre national des entreprises ne sera toujours pas opérationnel au 1er janvier, avec tous les risques économiques et juridiques que cela comporte. Aussi, Madame la Ministre, je souhaiterais connaître les mesures prévues pour garantir une mise en œuvre correcte du guichet unique et si, dans l'attente, la prolongation de la procédure de secours est bien envisagée dès le 1er janvier 2024. Merci. Merci. La parole est à Madame Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et du tourisme. À vous, Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Berthet. Le guichet unique a connu, et vous le savez aussi bien que moi, de nombreuses difficultés à son démarrage. Nous n'ignorons pas, à commencer par moi, ni Bruno Le Maire. Un dispositif d'une telle ampleur, vous l'avez quand même rappelé, nécessite aussi des réglages, des améliorations.
Nous y sommes attentifs pour que nos entreprises puissent plus facilement à la fois déposer leurs formalités de création, mais aussi de modification ou de cessation d'activité. La situation, si elle n'est toujours pas satisfaisante aujourd'hui, a néanmoins avancé depuis le début de l'année. Vous le savez, tous les types de formalités sont désormais disponibles sur le guichet. 2 millions de déclarations ont été déposées depuis le début de l'année. Au 30 novembre 2023, on comptait depuis l'ouverture du guichet un flux de plus de 12 000 formalités par jour, avec un flux cible, vous le savez aussi, de 20 000 formalités par jour. Le guichet unique reçoit donc 100% des créations d'entreprises, des formalités de création d'entreprise, et plus de 80% des autres formalités. Il est monté en puissance et en qualité, comme en attestent les chiffres que je viens de partager avec vous pour les formalités de création, de dépôt, de cessation ou de modification. L'enjeu, c'est désormais de garantir la continuité, l'amélioration du service pour tous les déclarants, notamment sur les modifications de société, dont 20% effectivement seulement passent aujourd'hui sur le guichet unique avec Bruno Le Maire, l'ensemble des parties prenantes, les greffiers, les chambres consulaires, les organismes compétents que je remercie. Nous mettons en place une procédure de continuité pour les usagers, je vous le confirme, Madame la sénatrice Berthet, de sorte à ce qu'ils puissent effectuer leur démarche de manière dématérialisée, y compris en cas de nouveau dysfonctionnement du guichet. Et puisque vous avez eu la sagacité de me proposer d'en parler et de me passer des exemples, Madame la sénatrice, comme le disait bien Saint-Exupéry, l'autre, loin de me léser, m'augmente. Augmentez-nous, on a beaucoup de travail encore et je me permettrai de vous contacter d'ici les prochains jours pour échanger avec nos équipes et prendre les points que vous avez à nous faire remonter. Je vous remercie. Merci à vous, chers collègues, peut-être avec beaucoup de sagacité pour les 32 secondes qui vous restent. Merci beaucoup. Merci, Madame la Ministre. Effectivement, très volontiers pour vous transmettre les exemples et ces entreprises qui restent dans la difficulté alors qu'elles ont des projets économiques à développer. Elles sont bloquées à cause de cela. Donc, c'est tout de même inacceptable. Et c'est le fait que ces difficultés perdurent malgré les efforts qui semblent réalisés qui inquiètent toutes nos entreprises. Il y a un énorme décalage entre le discours que vous avez, volontariste, certes bienvenu, mais toutes les remontées de terrain. Il y a même des structures, anciens guichets des entreprises, qui envisagent d'embaucher des vigiles pour gérer l'exaspération et la détresse de certains artisans. Après une année de test en 2022 et cette année 2023 de mise en œuvre, 2024, Madame la Ministre, doit être l'année des résultats. Merci, merci. La parole est maintenant à Monsieur Patrick Chaize pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, quand il y a quelques jours, vous avez annoncé que les buralistes allaient pouvoir vendre des munitions pour les armes de chasse, j'ai bien cru que vous faisiez de l'humour promotionnel pour la comédie Chasse gardée avec Didier Bourdon qui sort en salle aujourd'hui. Mais l'incrédulité a laissé place à la stupéfaction quand j'ai appris que ni le président de la Fédération nationale des chasseurs, ni le syndicat des fabricants d'armes et de munitions et des armuriers n'en avaient été informés. En effet, un bar tabac est-il vraiment le lieu le plus approprié pour vendre des munitions pour armes à feu? Aux côtés de boissons, jeux de hasard, journaux et multitudes d'articles, doit-on vraiment trouver ces cartouches plutôt que les cartouches de cigarettes? Par ailleurs, vendre des munitions ne va-t-il pas exposer les buralistes à de nouveaux dangers? De nombreux tabacs ont été attaqués et pillés durant les émeutes urbaines. Que se serait-il passé si les voyous avaient en plus volé les munitions? Enfin, après seulement 2 jours de formation, les buralistes seront-ils vraiment à même de conseiller les chasseurs? Il y a là un vrai risque de sécurité. Sécurité pour les chasseurs, comme l'explosion d'un fusil dans le cas de munitions inadaptées, ou pour autrui, si la munition ne correspond pas au type de chasse ou au réglage de l'arme. Les buralistes seront-ils à même de procéder à l'ensemble des vérifications et auront-ils les mêmes possibilités de refus de vente que les armuriers? Au final, Madame la Ministre, pour que cela ne ressemble pas au scénario d'un mauvais film, pouvez-vous nous rassurer pour que la sécurité de chacun reste garantie? La parole est maintenant à Madame Dominique Faure, ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Patrick Chaize. Nous entendons votre alerte. À compter du 1er janvier 2024, effectivement, les buralistes pourront vendre des munitions pour des armes de catégorie C ou D.
La loi responsabilité pénale et sécurité intérieure du 24 janvier 2022 prévoyait également des mesures en matière d'armes et de vente d'armes et de munitions, notamment pour mettre en application des dispositions prévues dans une directive européenne de 2021 relative au commerce des armes à feu. Un décret du 3 juillet 2023, pris en application de cette loi RPSI, a réformé la délivrance des certificats professionnels nécessaires pour la vente de munitions. Alors, deux choses. D'abord, les buralistes devront suivre une formation et ensuite, ils auront signé une convention avec un armurier et c'est après ces deux étapes franchies qu'ils seront autorisés à vendre des munitions à compter du 1er janvier 2024. Je ne balaye pas d'un revers de main votre alerte, je vous dis simplement la réalité des choses aujourd'hui. Vous dire que le lien formel, d'après nous, un armurier référent vient garantir l'approvisionnement en munitions et la qualité de service de ce commerce de détail qui est particulièrement attendu dans les départements ruraux, monsieur le sénateur, où le nombre d'armuriers est très faible et le nombre de chasseurs est important. Alors oui, pour votre alerte, à l'écoute, ça va s'appliquer à partir de janvier, puis on se reparle d'ici le mois de mars. Merci à vous. Monsieur Chaise, pour 32 secondes. Je vous remercie, Madame la collègue. Ministre, pour ces explications qui ne m'auront pas convaincu, vous l'aurez compris. J'ai beaucoup de mal à comprendre le fondement d'une telle décision qui, aucunement partagée, laisse très interrogatif quant à ses réelles motivations. Une fois encore, Madame la Ministre, vous auriez été avisée à dialoguer avec le Parlement. Or, on a ici des idées, mais surtout les capacités de les travailler pour en donner le meilleur. Merci. Je vous rappelle que les prochaines questions d'actualité au gouvernement auront lieu mercredi 17 janvier 2024. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16h30 pour l'examen d'une convention internationale. La séance est suspendue.